Je suis millionnaire et j'étais pressé d'aller dans un hôtel cher. J'ai croisé une femme de ménage. Elle était penchée, en train de nettoyer le sol. Quand j'ai vu qui c'était, j'ai été très surpris. Je n'oublierai jamais ce matin de septembre où ma vie a basculé. L'air était encore frais à New York et les premiers rayons du soleil se reflétaient sur les vitres du Plaza Hotel, où je travaillais comme femme de chambre depuis 2 ans. Ce jour-là, comme tous les autres, j'avais ajusté mon uniforme noir et blanc devant le petit miroir des vestiaires, attaché mes cheveux bruns en chignon strict et commencé ma journée avec la liste des chambres à préparer. Le Plaza n'était pas qu'un simple hôtel pour moi. C'était mon échappatoire, mon refuge depuis que j'avais quitté mon ancienne vie. Chaque chambre que je préparais était une nouvelle histoire à imaginer, chaque client un mystère à découvrir. Mais je gardais toujours mes distances, me contentant d'observer discrètement ces vies luxueuses qui défilaient devant moi. Cette routine bien huilée fut bouleversée quand je suis entré dans la suite 512. J'étais en train de changer les draps en soies égyptiennes quand la porte s'est ouverte brusquement. Un homme en costume sur mesure est apparu, visiblement pressé, parlant au téléphone en français. Il s'est arrêté net en me voyant, et nos regards se sont croisés. Ses yeux d'un vert intense m'ont transpercé, et pendant quelques secondes, le temps s'est suspendu. « Je vous rappelle plus tard », a-t-il dit avant de raccrocher. Son accent français était léger mais perceptible. « Je suis désolé, je pensais que la chambre était déjà faite. »« Je termine dans quelques minutes, monsieur », ai-je répondu, baissant les yeux et continuant mon travail. Mais je sentais son regard sur moi comme une douce chaleur sur ma nuque. « Comment vous appelez-vous » Sa voix était chaude, presque musicale. « Sophie, monsieur. »« Sophie. » Il a prononcé mon prénom comme s'il goûtait chaque syllabe. « Je suis Alexandre Dumont. » Ce nom, je l'avais déjà vu dans les magazines économiques qui traînaient dans le salon du personnel. Alexandre Dumont, le magnate français de la technologie, celui qui avait révolutionné l'intelligence artificielle. Que faisait-il dans cette suite alors qu'il possédait un Penthouse sur la 5e avenue? Les jours suivants, je l'ai recroisé par hasard dans les couloirs. Il semblait toujours avoir une raison d'être là où j'étais. Un jour, il m'a demandé si je connaissais un bon café dans le quartier. J'ai hésité avant de lui parler de mon petit refuge, une boulangerie française authentique, tenue par une vieille dame de Provence. À ma grande surprise, il m'a invité à l'y accompagner après mon service. J'ai refusé poliment, consciente de la distance sociale qui nous séparait. Mais il a insisté avec une sincérité désarmante dans le regard. « S'il vous plaît, Sophie, juste un café. » Cette invitation a déclenché une tempête de questions dans mon esprit. Que voulait vraiment cet homme qui pouvait avoir tout ce qu'il désirait? Pourquoi s'intéressait-il à une simple femme de chambre? Et surtout, pourquoi mon cœur battait-il si fort à l'idée de partager un moment avec lui? Ce soir-là, après avoir rangé mon uniforme, j'ai passé plus de temps que d'habitude devant le miroir. J'ai libéré mes cheveux de leur chignon strict, laissant mes boucles brunes retomber sur mes épaules. Dans ma robe simple mais élégante, j'ai descendu les marches de service, le cœur battant. Alexandre m'attendait dans le hall, décontracté mais toujours élégant dans son costume gris. La boulangerie était presque vide à cette heure-là. L'odeur du pain frais et du café nous a enveloppés dès notre entrée. Madame Rosalie, la propriétaire, m'a fait un clin d'œil complice en nous servant 2 cafés et une assiette de croissants encore chauds. Dans ce cadre simple et authentique, Alexandre s'est transformé. Son masque de businessman a laissé place à un homme sensible, curieux, qui m'écoutait parler de mes rêves avec une attention sincère. J'ai appris qu'il avait grandi à Paris, qu'il adorait le jazz et qu'il collectionnait les vieux vinyles. Il m'a parlé de sa passion pour l'innovation, de son désir de créer des technologies qui amélioreraient vraiment la vie des gens. Mais c'est quand il a évoqué sa solitude au sommet que j'ai vraiment commencé à voir l'homme derrière le milliardaire. Les heures ont passé comme des minutes. Quand nous sommes sortis, la nuit était tombée sur New York. Les lumières de la ville se reflétaient dans les flaques d'une pluie récente, créant un tableau presque magique. Alexandre m'a raccompagné jusqu'à ma station de métro, et avant de me quitter, il m'a demandé si nous pourrions nous revoir. Cette soirée a marqué le début d'une histoire que je n'aurais jamais osé imaginer. Une histoire qui allait bouleverser ma vie, défier les conventions, et me faire découvrir que parfois les contes de fées modernes commencent dans les couloirs d'un grand hôtel. Les semaines qui ont suivi notre première rencontre au café ont été comme un rêve éveillé. Alexandre et moi nous retrouvions régulièrement, toujours dans des endroits discrets où nous pouvions être nous-mêmes.
Il m'emmenait dans des petits restaurants cachés dans des ruelles de Brooklyn, des galeries d'art confidentielles, des jazz clubs intimistes où personne ne le reconnaissait. Un soir, alors que nous marchions le long de l'East River, il m'a surprise en m'invitant à une soirée de gala de sa fondation. Mon cœur s'est arrêté. Je ne peux pas, Alexandre. Je n'appartiens pas à ce monde-là. Mais il a pris ma main et avec une douceur désarmante m'a dit « C'est exactement pour ça que j'ai besoin de toi là-bas. Tu vois la beauté là où les autres ne voient que le prix des choses. » La préparation pour cette soirée a été une aventure en soi. Alexandre a insisté pour m'emmener dans une boutique de haute couture sur la 5e avenue. La vendeuse m'a d'abord regardé avec condescendance, mais son attitude a changé dès qu'Alexandre est entré. J'ai essayé plusieurs robes somptueuses, mais c'est une création en soie bleu nuit, simple mais élégante, qui a capté mon attention. Quand je suis sorti de la cabine, le regard d'Alexandre m'a fait comprendre que c'était la bonne. Le soir du gala, j'étais terriblement nerveuse. Alexandre est venu me chercher dans une limousine et en me voyant, il est resté sans voix pendant quelques secondes. « Tu es magnifique, Sophie », a-t-il murmuré en m'aidant à monter dans la voiture. J'ai remarqué qu'il avait choisi une cravate exactement de la même couleur que ma robe. Le Metropolitan Museum of Art était transformé pour l'occasion. Des lustres en cristal illuminaient les salles et une musique classique flottait dans l'air. Dès notre entrée, j'ai senti tous les regards se tourner vers nous. Alexandre me tenait fermement par la taille, me guidant à travers la foule avec une assurance tranquille. C'est là que j'ai rencontré Victoire de Saint-Pré, l'ex-fiancée d'Alexandre. Grande, blonde, sophistiquée, elle représentait tout ce que je n'étais pas. Elle s'est approchée de nous avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Alexandre, quel plaisir de te voir. Et qui est cette charmante personne ?»« Sophie », a répondu Alexandre avec fierté, « ma compagne. » Le mot m'a fait frissonner. Victoire a levé un sourcil parfaitement épilé. « Ah oui, j'ai entendu dire que tu avais diversifié tes fréquentations. » Son ton était doucereux mais venimeux. Avant que je puisse répondre, une femme élégante d'un certain âge s'est approchée de nous. Hélène Dumont, la mère d'Alexandre. Son regard m'a scruté de la tête aux pieds et j'ai su instantanément qu'elle me considérait comme une intruse. « Mon fils, je ne savais pas que tu venais accompagner ce soir. » La tension était palpable. Alexandre a gardé son calme, mais j'ai senti sa main se crisper légèrement dans mon dos. « Maman, je te présente Sophie. Elle est extraordinaire, tu verras. » La soirée s'est poursuivie dans une valse de conversations polies mais tendues. J'ai surpris des regards, entendu des chuchotements. Mais à chaque fois que je me sentais perdre pied, Alexandre était là, me rassurant d'un regard, d'un sourire, d'une caresse discrète. Plus tard dans la soirée, nous nous sommes échappés sur la terrasse du musée. La vue sur Central Park était à couper le souffle. « Je suis désolé pour tout ça », a dit Alexandre en me prenant dans ses bras. « Mon monde peut être cruel parfois. » « Ce n'est pas ton monde qui m'intéresse, » ai-je répondu en le regardant dans les yeux. « C'est toi. » Il m'a embrassé alors sous les étoiles de Manhattan et dans ce baiser, j'ai senti toutes les barrières sociales s'effondrer. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était que le début des défis qui nous attendaient. Sur le chemin du retour, alors que la limousine traversait la ville endormie, j'ai remarqué qu'Alexandre semblait préoccupé. Il a sorti une enveloppe de sa poche. « Mon associé Charles m'a donné ça aujourd'hui. Il dit avoir fait des recherches sur toi. » Mon sang s'est glacé. Dans cette enveloppe se trouvait mon passé, celui que j'essayais désespérément de laisser derrière moi. Alexandre n'a pas ouvert l'enveloppe. Au lieu de cela, il l'a déchirée en deux. « Je ne veux pas savoir, Sophie. Ton passé t'appartient. Tu me le diras quand tu seras prête. » Ce geste m'a bouleversé plus que tous les diamants du monde. Cette nuit-là, en rentrant dans mon petit appartement de Queens, j'ai su que j'étais en train de tomber irrémédiablement amoureuse. Mais j'ai aussi compris que notre histoire ne serait pas un simple conte de fées. Les regards que j'avais croisés ce soir-là étaient le présage des tempêtes à venir. Les jours qui ont suivi le gala ont été comme une valse entre deux mondes. Le matin, j'enfilai mon uniforme du Plaza, retrouvant ma vie simple et ordonnée. Le soir, Alexandre m'emmenait découvrir son univers, m'initiant peu à peu au code de la haute société new-yorkaise. Mais le poids de mon secret devenait de plus en plus lourd à porter. Un mardi matin, alors que je nettoyais les miroirs du 12e étage, j'ai aperçu Charles, l'associé d'Alexandre, qui sortait de l'ascenseur. Son regard glacial m'a figé sur place. Il s'est approché, ajustant sa cravate dans le miroir que je venais de nettoyer. « Mademoiselle Sophie »
a-t-il dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Vous savez, j'admire votre résilience. Peu de femmes auraient eu le courage de recommencer après une expérience aussi traumatisante à Montréal. Mon cœur s'est arrêté. Comment savait-il pour Montréal? Pour Marc? Les souvenirs que j'avais si soigneusement enfouis ont ressurgi comme une vague. Le mariage précipité à 19 ans pour échapper à une situation familiale impossible. Les mois de cauchemar qui ont suivi. Ma fuite vers New York. Mon nouveau départ. Alexandre est comme un frère pour moi, a continué Charles. Je détesterais le voir souffrir à cause de malentendus. Les journaux adoreraient une histoire comme la vôtre, vous ne croyez pas? Cette menace à peine voilée m'a donné la nausée. Le soir même, j'ai annulé mon dîner avec Alexandre, prétextant une migraine. Pendant 3 jours, je l'ai évité, ne répondant que brièvement à ses messages. Comment lui dire? Comment lui expliquer que la femme dont il tombait amoureux portait un tel bagage? Le 4e jour, il m'attendait à la sortie du personnel. « Sophie, parle-moi » a-t-il supplié. « Quoi que ce soit, nous pouvons l'affronter ensemble. » Dans un petit café de l'East Village, loin des regards indiscrets, j'ai tout déballé. Mon enfance dans un foyer toxique à Montréal. Marc, qui semblait être ma porte de sortie, mais qui s'est révélé être une autre prison. Ma fuite aux États-Unis, mes premiers mois de galère à New York, le job au Plaza qui m'a sauvé. Alexandre est resté silencieux pendant que je parlais, ses doigts entrelacés aux miens sur la table. Quand j'ai eu fini, j'ai attendu qu'il retire sa main, qu'il se lève, qu'il parte. Au lieu de cela, il s'est penché vers moi et m'a embrassé avec une tendresse infinie. « Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse », a-t-il murmuré. « Et je t'aime encore plus maintenant que je te connais vraiment. » C'était la première fois qu'il me disait « je t'aime ». Les larmes aux yeux, j'ai réalisé que mon passé, au lieu de nous séparer, venait de nous rapprocher encore plus. Mais notre bulle de bonheur a été de courte durée. Le lendemain, en arrivant au travail, j'ai trouvé Victoire qui m'attendait dans le hall de service. Elle portait un tailleur Chanel impeccable et un sourire carnassier. « Ma chérie », a-t-elle dit assez fort pour que mes collègues entendent, « quelle charmante histoire que la vôtre. Une jeune fugitive qui séduit un millionnaire. C'est presque digne d'un roman de gare. » J'ai senti mes jambes trembler, mais je me suis forcé à rester droite. « Que voulez-vous, Victoire ?» Te donner un conseil amical. Alexandre a un certain standing à maintenir. Une fois que la nouveauté de votre liaison se sera estompée, il reviendra vers son monde, vers moi. Épargne-toi cette humiliation. Cette fois, c'est moi qui ai souri. Vous le connaissez si mal, Victoire. L'Alexandre que j'aime se moque du standing. Il veut être aimé pour qui il est, pas pour ce qu'il possède. Elle a pâli légèrement, touchée par cette vérité qu'elle refusait d'admettre. Avant qu'elle puisse répliquer, la voix d'Alexandre a retenti dans le hall. « Sophie, je savais que je te trouverais ici. » Il s'est arrêté net en voyant Victoire. Le regard qu'il a lancé à son ex-fiancé était glacial. « Je vois que tu n'as pas perdu tes mauvaises habitudes, Victoire. Mais les temps ont changé. Je ne suis plus l'homme que tu as connu. » Il m'a prise par la main et m'a entraîné vers la sortie. Dans la rue, il s'est tourné vers moi. « Démissionne du Plaza. Je veux que tu viennes vivre avec moi. » Cette proposition inattendue m'a fait vaciller. « Alexandre, je ne peux pas abandonner mon indépendance. Alors garde ton travail si tu veux, mais viens vivre avec moi. Je ne supporterai pas qu'il continue à te harceler comme ça. » Cette nuit-là, dans mon petit appartement, j'ai longuement réfléchi à sa proposition. Je savais que franchir ce pas changerait tout, mais n'était-ce pas ce que l'amour était censé faire? Nous transformer, nous faire grandir, nous pousser hors de notre zone de confort? La décision de vivre avec Alexandre a marqué un tournant dans notre histoire. Son penthouse sur la 5e avenue était à l'opposé de mon modeste appartement de Queens. Les premiers jours, je me sentais comme une intruse dans cet espace démesuré, avec ses baies vitrées donnant sur Central Park et son mobilier design. Mais Alexandre avait le don de me mettre à l'aise. Il m'a laissé transformer une pièce en atelier de couture, réalisant mon rêve secret de créer des vêtements. Le soir, nous cuisinions ensemble dans sa cuisine ultra-moderne, lui tentant de reproduire les recettes de sa grand-mère française, moi expérimentant des plats de mon enfance québécoise. Cependant, notre bonheur domestique a été brutalement interrompu par une crise inattendue. Un matin, alors que je prenais mon café en feuilletant le New York Times, mon sang s'est glacé. En première page de la section Société, un article titrait « Le prince de la tech et la femme de chambre. Un passé trouble révélé ». L'article, manifestement alimenté par des sources proches du couple,
détaillait mon mariage raté à Montréal et ma fuite aux États-Unis. Les photos de mon ancien mariage que je croyais avoir laissé derrière moi étaient là, exposées aux yeux de tous. Je reconnaissais la patte de Charles dans cette attaque sournoise. Alexandre est entré dans la cuisine au moment où mes larmes commençaient à couler. Sans un mot, il a lu l'article, ses mains se crispant sur le journal. « Je vais régler ça », a-t-il dit d'une voix tendue. Mais je l'ai arrêté. « Non », ai-je déclaré en essuyant mes larmes. « C'est mon histoire. C'est à moi de la raconter. » J'ai contacté le magazine Elle et accepté une interview exclusive. Dans leur bureau de Manhattan, face à une journaliste bienveillante, j'ai partagé mon parcours. J'ai parlé des violences domestiques, du courage qu'il faut pour partir, de l'importance de se reconstruire. Je n'ai pas présenté mon histoire comme une tragédie, mais comme un témoignage d'espoir. L'article est paru une semaine plus tard. Les réactions ont dépassé toutes nos attentes. Des centaines de femmes m'ont écrit, partageant leurs propres histoires, me remerciant d'avoir brisé le silence. Ce qui devait me détruire m'avait en fait donné une voix. Alexandre m'a surprise en organisant un gala de charité pour une association d'aide aux femmes victimes de violences. Cette fois, quand je suis entré dans la salle de réception, les regards n'étaient plus condescendants mais admiratifs. Même Hélène, la mère d'Alexandre, semblait me voir différemment. Pendant la soirée, elle m'a prise à part. « Je vous dois des excuses, Sophie. J'ai mal jugé votre caractère. » Elle a marqué une pause. « Alexandre n'a jamais été aussi heureux. Même enfant, je ne l'ai jamais vu sourire autant. » Mais le destin n'en avait pas fini avec nous. Un soir, Alexandre est rentré plus tard que d'habitude, le visage grave. Son projet phare d'intelligence artificielle éthique, dans lequel il avait investi des millions, venait d'échouer. Les investisseurs se retiraient en masse. « Je vais devoir vendre l'appartement », a-t-il annoncé, évitant mon regard. « Peut-être même la maison des Hampton. Je ne suis plus l'homme riche que tu as rencontré. » J'ai pris son visage entre mes mains. « Tu crois vraiment que c'est pour ça que je t'aime ?» Le lendemain, j'ai repris mon travail au Plaza, ignorant ses protestations. « Nous sommes une équipe », lui ai-je dit. « Nous traverserons ça ensemble. » Les semaines suivantes ont été intenses. Alexandre travaillait jour et nuit pour sauver son entreprise, pendant que je jonglais entre mon travail à l'hôtel et mes créations de mode que je vendais en ligne. Nos soirées étaient plus simples maintenant, souvent un simple dîner aux chandelles dans notre cuisine, mais elles n'en étaient que plus précieuses. Un soir, alors que nous marchions dans Central Park, main dans la main, Alexandre s'est arrêté près de la fontaine. « Tu sais, » a-t-il dit, « cette crise m'a appris quelque chose d'important. La vraie richesse n'est pas dans mon compte en banque. Elle est dans notre amour, dans ta force qui me porte chaque jour. C'est à ce moment qu'une petite fille est venue vers nous, perdue et en larmes. Elle cherchait ses parents. Sans hésiter, nous l'avons aidée à les retrouver. En voyant la façon dont Alexandre s'occupait d'elle, si naturellement, si tendrement, quelque chose s'est éveillé en moi. Un désir que je n'avais jamais osé formuler auparavant. Le printemps était arrivé à New York, apportant avec lui un vent de renouveau. La crise financière d'Alexandre commençait à s'estomper grâce à une restructuration audacieuse de son entreprise. De mon côté, ma petite collection de mode éthique, inspirée par mon parcours personnel, commençait à attirer l'attention des boutiques de Brooklyn. Un dimanche matin, alors que nous prenions notre petit déjeuner sur la terrasse, Alexandre m'a parlé de l'orphelinat Sainte-Marie, où il faisait des dons réguliers. « Ils organisent une journée portes ouvertes ce week-end », a-t-il dit avec une fausse désinvolture. « Ça te dirait d'y aller ?» L'orphelinat était un bâtiment ancien mais chaleureux dans le Queens. Dès notre arrivée, une petite fille de 6 ans, Emma, s'est précipitée vers nous. Ses yeux vifs et son sourire espiègle m'ont immédiatement touché. Elle nous a fait visiter son orphelinat avec fierté, nous montrant sa chambre, ses dessins, ses livres préférés. Elle me rappelle tellement moi au même âge, ai-je murmuré à Alexandre. Il a serré ma main, comprenant sans mots ce que je ressentais. Emma était comme un miroir de mon passé, mais aussi une promesse d'avenir. Les visites à l'orphelinat sont devenues régulières. Chaque fois, Emma nous attendait avec impatience, un nouveau dessin ou une nouvelle histoire à partager. Un jour, alors qu'elle s'était endormie sur mes genoux pendant que je lui lisais une histoire, j'ai échangé un regard avec Alexandre. Nous savions tous les deux que notre famille ne serait pas complète sans elle. Le processus d'adoption a été long et éprouvant. Les assistantes sociales scrutaient notre vie, notre relation, notre stabilité financière. La mère d'Alexandre, à notre grande surprise, est devenue notre plus fervente supportrice.
Cette petite a besoin d'amour, a-t-elle dit, et vous en avez tellement à donner. Pendant cette période d'attente, nous avons déménagé dans un appartement plus modeste mais plus chaleureux à Greenwich Village. Alexandre avait vendu le penthouse, préférant investir dans l'avenir plutôt que dans le luxe. Nous avons préparé une chambre pour Emma, la décorant avec des étoiles phosphorescentes au plafond et des étagères remplies de livres. Le jour où Emma est officiellement devenue notre fille a été le plus beau de notre vie. Elle portait une robe que j'avais cousue spécialement pour l'occasion, et Alexandre n'arrêtait pas de prendre des photos avec des larmes de joie dans les yeux. Notre nouvelle vie à trois s'est organisée naturellement. Les matins étaient un joyeux chaos de préparation pour l'école et le travail. Les soirées étaient remplies de devoirs, de jeux, d'histoires lues à trois voix. Emma s'est révélée être une artiste en herbe, couvrant les murs de sa chambre de dessins colorés que nous n'avions pas le cœur d'enlever. Mais notre bonheur a connu un nouveau défi quand j'ai découvert que j'étais enceinte. La nouvelle, bien qu'heureuse, a fait ressurgir des peurs chez Emma. Un soir, je l'ai trouvée en larmes dans sa chambre. « Est-ce que vous allez encore m'aimer quand le bébé sera là ?» a-t-elle demandé d'une petite voix. « Ma vraie maman ne m'a pas gardée. » Mon cœur s'est serré. Je l'ai prise dans mes bras, la berçant doucement. « Emma, écoute-moi bien. Tu es notre fille, notre premier miracle. Ce bébé ne changera jamais ça. Il aura juste la chance d'avoir la meilleure grande sœur du monde. » Alexandre nous a rejointes, s'asseyant sur le lit. « Tu sais, Emma, a-t-il dit, une famille, ce n'est pas une question de sang, c'est une question d'amour. Et notre amour pour toi est infini. » Cette nuit-là, nous avons dormi tous les trois dans le grand lit, Emma blottie entre nous. Je sentais les premiers mouvements du bébé dans mon ventre, comme une promesse de l'avenir. Notre famille peu conventionnelle était la preuve vivante que l'amour ne connaît pas de frontières, qu'il transcende les origines et les circonstances. L'arrivée de notre fils, Lucas, a transformé notre dynamique familiale d'une façon que nous n'aurions jamais imaginée. Emma s'est révélée être une grande sœur extraordinaire, toujours la première à entendre ses pleurs, toujours prête à lui chanter des berceuses qu'elle inventait. Voir mes deux enfants ensemble me remplissait d'une joie indescriptible. Pendant mon congé maternité, une idée qui me trottait dans la tête depuis longtemps a commencé à prendre forme. Mes créations de mode, initialement un passe-temps thérapeutique, attiraient de plus en plus l'attention. J'ai commencé à esquisser les plans d'une marque de vêtements éthiques, inspirée par mon parcours et mes valeurs. Un soir, après avoir couché les enfants, j'ai présenté mon projet à Alexandre. Je veux créer une ligne de mode qui emploiera des femmes en difficulté, leur donnant une chance de se reconstruire, comme j'ai pu le faire. Ses yeux se sont illuminés. « C'est brillant, Sophie, et j'ai peut-être une idée pour t'aider à démarrer. » Alexandre a transformé une partie de ses bureaux en atelier de couture. Nous avons commencé petit, avec 3 couturières, toutes des femmes qui, comme moi, cherchaient un nouveau départ. Ma première collection, Renaissance, racontait une histoire de résilience à travers des vêtements élégants, mais accessibles. Le succès a été immédiat et inattendu. Vogue a publié un article sur notre initiative soulignant l'aspect social du projet. Les commandes ont afflué. Même Victoire, mon ancienne rivale, est venue à notre première présentation. « Je dois admettre, a-t-elle dit avec une sincérité surprenante, que vous avez créé quelque chose de remarquable ici. » Emma adorait passer du temps à l'atelier après l'école, dessinant ses propres créations fantaisistes que nous affichions fièrement sur les murs. Lucas, encore bébé, dormait paisiblement dans son couffin pendant que je travaillais, bercé par le doux bourdonnement des machines à coudre. Alexandre, de son côté, a réorienté son entreprise vers des projets plus socialement responsables. Ensemble, nous avons créé une fondation pour aider les jeunes entrepreneurs issus de milieux défavorisés. Nos soirées étaient maintenant partagées entre les histoires du coucher, les plans d'affaires et les rêves d'un futur meilleur. Un jour, alors que nous célébrions le premier anniversaire de notre marque, une jeune femme s'est approchée de moi. Elle tremblait légèrement en me tendant une lettre. « Votre histoire m'a donné le courage de quitter mon mari violent », a-t-elle dit. « Je voulais vous remercier de m'avoir montré que c'était possible de recommencer. » Cette rencontre m'a profondément ému. Ce soir-là, dans notre lit, j'ai partagé mes réflexions avec Alexandre. Qui aurait cru que notre histoire d'amour deviendrait une source d'espoir pour d'autres? Il a caressé doucement mes cheveux. C'est parce que notre amour n'a jamais été juste pour nous. Il a toujours été plus grand que nous. Notre vie avait trouvé son rythme, un équilibre parfait entre famille et ambition professionnelle. Emma excellait à l'école, particulièrement en art, et Lucas commençait à faire ses premiers pas,
transformant notre appartement en terrain d'aventure. Mais le plus beau changement était peut-être celui que je voyais en moi-même. La jeune femme effrayée qui nettoyait les chambres du plaza avait laissé place à une entrepreneure confiante, une mère épanouie, une femme qui n'avait plus peur de son passé. Un soir, alors que nous dînions tous ensemble, Emma a levé son verre de jus de pomme. « Je veux porter un toast », a-t-elle déclaré solennellement, imitant les manières d'Alexandre lors des dîners d'affaires. « À notre famille pas comme les autres, mais plus belle que toutes les autres. » Nous avons tous ri, mais ces mots résonnaient de vérité. Notre famille était comme ma collection de mode, un patchwork d'histoires différentes, assemblées avec amour pour créer quelque chose d'unique et de précieux. Les années ont passé comme des pages tournées par le vent. Emma est devenue une adolescente talentueuse, ses dessins de mode tapissant maintenant les murs de son atelier personnel que nous avions aménagé dans le grenier. Lucas, à 8 ans, montrait déjà la même passion pour l'innovation que son père, transformant sa chambre en laboratoire d'inventions farfelues. Notre entreprise familiale s'était développée au-delà de nos espérances. Renaissance était devenue une marque reconnue internationalement, non seulement pour ses créations, mais pour son modèle social innovant. Nous avions ouvert des ateliers similaires dans plusieurs villes, offrant des opportunités à des centaines de femmes. Un matin d'automne, alors que je préparais le petit déjeuner, Emma est descendue avec une expression particulière sur le visage. « Maman » a-t-elle dit en jouant avec son pendentif, celui que nous lui avions offert le jour de son adoption, « Est-ce que je peux te parler de quelque chose d'important ?» Elle voulait créer une collection spéciale pour les jeunes filles adoptées, des vêtements qui raconteraient leur histoire unique. « Je veux qu'elles se sentent belles et fortes, comme tu m'as fait me sentir », a-t-elle expliqué, les yeux brillants. Alexandre, qui écoutait depuis le seuil de la cuisine, s'est approché d'elle. « Tu sais quoi? Je pense que c'est la meilleure idée que j'ai entendue depuis longtemps. » Il s'est tourné vers moi avec ce sourire qui me faisait toujours fondre. « Telle mère, telle fille !» Le projet d'Emma est devenu une réalité. Étoiles adoptées, sa première collection, mélangeait des éléments de différentes cultures, symbolisant la beauté des familles mixtes. Le jour du défilé, j'ai vu ma fille monter sur scène pour présenter son travail et mon cœur a gonflé de fierté. Hélène, qui était devenue la grand-mère la plus dévouée qu'on puisse imaginer, était au premier rang, essuyant discrètement ses larmes. « Elle a ton talent et la vision d'Alexandre », m'a-t-elle murmuré. « Mais surtout, elle a votre cœur à tous les deux. » Lucas, assis à côté d'elle, filmait tout avec sa dernière invention, une caméra qu'il avait modifiée pour capturer les émotions des gens, comme il disait. Son intelligence et sa sensibilité me surprenaient chaque jour. Notre vie n'était pas parfaite, qu'elle vivait, mais elle était authentique. Les dimanches en famille étaient sacrés, que ce soit pour des pique-niques improvisés dans Central Park ou des marathons de jeux de société les jours de pluie. Alexandre et moi continuions nos traditions, comme nos cafés du matin sur la terrasse où nous partagions nos rêves et nos inquiétudes. Un soir, alors que nous célébrions l'anniversaire de notre rencontre au Plaza, Alexandre m'a surprise avec une annonce. Il avait racheté la petite boulangerie française où nous avions eu notre premier rendez-vous. Pour que d'autres histoires d'amour puissent y commencer, a-t-il dit avec un clin d'œil. Emma a immédiatement proposé de redécorer l'endroit, tandis que Lucas suggérait d'installer un système de commande innovant qu'il avait imaginé. Notre famille était devenue une équipe soudée, chacun apportant sa touche unique à nos projets communs. Mais ce qui me touchait le plus, c'était de voir comment notre histoire inspirait les autres. Des couples improbables qui osaient défier les conventions, des femmes qui trouvèrent le courage de recommencer, des enfants adoptés qui découvraient qu'une famille pouvait avoir 1000 visages. Un jour, une journaliste m'a demandé quel était le secret de notre réussite. La réponse est venue naturellement. Nous avons compris que l'amour n'est pas une destination, c'est un voyage. Et chaque obstacle sur la route n'est qu'une occasion de grandir ensemble. 20 ans ont passé depuis ce matin de septembre où j'ai rencontré Alexandre dans la suite 512 du Plaza Hotel. Aujourd'hui, assise dans notre jardin à Brooklyn, je regarde notre famille réunie pour le mariage d'Emma. Notre fille, devenue une créatrice de mode reconnue, a choisi de célébrer son union dans cet espace intime, entourée uniquement des personnes qui comptent vraiment. Elle porte une robe que nous avons créée ensemble, un mélange parfait de son style avant-gardiste et de mon amour pour l'élégance simple. Lucas, maintenant un jeune homme de 23 ans et entrepreneur en technologie sociale, filme la cérémonie avec l'une de ses dernières innovations,
une caméra qui capture les moments d'âme, comme ils les appellent. Alexandre, ses cheveux maintenant parsemés de gris, me serre la main tandis que nous regardons notre fille échanger ses vœux. Son fiancé, un jeune architecte rencontré lors d'un projet caritatif, la regarde avec le même émerveillement que je vois encore dans les yeux d'Alexandre quand il me regarde. La réception se déroule dans notre boulangerie française, transformée pour l'occasion. Les murs racontent notre histoire familiale à travers des photos. Emma petite dessinant ses premières robes, Lucas construisant ses premiers robots, nos vacances improvisées, nos moments de joie simples. Hélène, élégante malgré les années, partage des anecdotes avec les invités. Elle est devenue une grand-mère extraordinaire, transmettant à nos enfants l'amour de la culture française, tout en embrassant pleinement notre famille multiculturelle. Notre entreprise Renaissance est maintenant dirigée par une équipe de femmes extraordinaires, dont beaucoup ont commencé comme couturières dans notre premier atelier. Nous avons créé une fondation qui aide les familles adoptives et soutient les femmes entrepreneurs. Le petit rêve né de notre amour est devenu un mouvement de changement social. Pendant la soirée, Emma m'entraîne dans un coin tranquille. « Maman, dit-elle, ses yeux brillants d'émotion, je voulais te dire quelque chose. Nous avons décidé d'adopter. » Mon cœur se gonfle de joie. « Il y a une petite fille à l'orphelinat Sainte-Marie, continue-t-elle, et je ne peux m'empêcher de sourire en pensant à la façon dont la vie forme des cercles parfaits. » Lucas rejoint la conversation, nous montrant les premières images qu'il a capturées de la journée. Sur l'écran de sa caméra innovante, les émotions semblent danser autour des personnes, créant des aurores boréales de sentiments. « C'est ça l'amour », dit-il simplement, pointant les couleurs qui nous entourent, Alexandre et moi. Plus tard dans la soirée, Alexandre m'invite à danser. La musique douce nous ramène à nos premiers pas ensemble. « Tu sais, » murmure-t-il à mon oreille, « chaque matin je me réveille en me demandant comment j'ai eu autant de chance. » Je pose ma tête sur son épaule, respirant son parfum familier. Ce n'était pas de la chance, mon amour, c'était du courage. Le courage d'aimer malgré les différences, malgré les obstacles, malgré les peurs. Nous regardons autour de nous, Emma dansant avec son nouveau mari, Lucas montrant à sa petite amie comment utiliser sa dernière invention, nos amis et notre famille mélangés dans une joyeuse célébration. Notre amour a créé bien plus qu'une simple famille. Il a créé un univers entier de possibilités et d'espoir. Cette nuit-là, après le départ des invités, nous nous retrouvons tous les quatre sur la terrasse. Emma et Lucas blottis contre nous comme quand ils étaient petits, regardant les étoiles au-dessus de Brooklyn. Le temps semble suspendu, comme ce matin dans la suite 512. Notre histoire n'est pas un conte de fées, dis-je doucement. C'est mieux que ça. C'est une histoire vraie. Une histoire qui continue de s'écrire chaque jour, dans chaque vie que nous touchons, dans chaque rêve que nous encourageons. Alexandre serre ma main et je sais qu'il pense la même chose. Notre amour n'a jamais été une fin en soi, c'était un début. Le début d'une aventure qui continue de se déployer, comme les pages d'un livre sans fin, écrit avec le langage universel du cœur.